Avec des bénéfices historiques, l'industrie du luxe en France ne connaît pas la crise. Quels sont ses secrets? Voyage dans les coulisses d'un savoir-faire, enquête et révélation sur un luxe pas toujours made in France. En Grèce, l'actualité de cette fin d'année, c'est une grande braderie. Ce pays au bord de la faillite vend ses trésors, îles, palais, mines, ports et attire toutes les convoitises. Comment lutter contre le stress, ralentir la vie à 100 à l'heure et éviter la crise de nerfs? Certains ont trouvé, ils méditent. Scientifiques et médecins se penchent sur leur cerveau. C'est sur cette place, la plus grande de Paris, au pied de l'avenue des Champs-Élysées, que nous avons choisi d'ouvrir le dernier numéro de l'année d'Envoyé spécial. Avec ses lumières qui scintillent, cet arbre, ce sapin, le plus haut, le plus grand d'Europe. Chaque année, Paris met en scène ici la féerie de Noël dans l'un de ses quartiers les plus chics. Nous sommes ici tout près des avenues qui abritent les boutiques les plus luxueuses de la capitale, avec les grands noms de la couture française, de la maroquinerie ou encore les grands noms de parfums. Comme chaque année, des centaines de chalets de Noël se sont installés sur cette avenue des Champs-Élysées. Près de 10 millions de visiteurs sont attendus ici dans ce qu'on appelle le triangle d'or, le cœur du luxe français. C'est à cette industrie que nous nous sommes intéressés. Une industrie qui ne connaît pas la crise et dont l'image rayonne bien au-delà de nos frontières. Alors nous avons poussé la porte de certaines marques et de leurs ateliers, détenteurs du fameux savoir-faire à la française. Avec des questions bien sûr, pourquoi le luxe français se vend-il toujours mieux? Et le luxe français est-il toujours made in France? Regardez, c'est l'enquête d'Élise Le Guével et Jean-Marc Nouknouk. Derrière les murs épais de cet hôtel particulier, se prépare un événement prisé du tout Paris. Tu m'as dit combien 16 000. Entre 14 et 16 000 euros. Une vente aux enchères d'occasion de la célèbre maison Hermès. Et les Parisiennes s'y pressent entre mère et fille. Les sacs que Sandrine Huchet et Chloé convoitent valent 6 000 euros en boutique. Ça, c'est très chic. Hein. Grâce à ces ventes d'occasion, elles peuvent espérer un meilleur prix. Ça fait chic et sport à la fois, en fin de compte. Ouais, c'est ça. C'est quand même cher pour ce que c'est, mais oui, enfin, faut le dire, c'est cher, mais c'est beau et ça se garde toute une vie et c'est un rêve, ouais. C'est quoi le sac d'une vie? Pour des collectionneurs de voitures, avoir par exemple une super voiture qui vaut des millions, et bah ça c'est ma voiture. C'est celle-là. Alors moi je prends plutôt cette couleur-là. Cela fait 4 ans que Sandrine Huchet rêve de s'en offrir un. Est-ce que vous pensez parfois au jour où vous l'aurez? Oui, je vais bientôt l'avoir. La demande est telle qu'en boutique, il y a des listes d'attente. Alors les prix peuvent littéralement s'envoler lors de ces ventes d'occasion. 4 000 nous sommes, à 4 000, en voulez-vous? À 4 000, 500, 5 000, 500, à 5 500. Estimation entre 5 et 7 000. Sandrine et Chloé renoncent vite à l'idée de faire une offre. 24 000, 26 000, 26 000 nous sommes ici, à 26 000. Quand même, là, il faut que tu économises beaucoup, ma chérie. 28 000, à 28 000. Voici le lot le plus convoité. 29 000. Un des modèles classiques de la maison en crocodile bleu. Monsieur à 34 000, 35 000, 38 000. L'homme qui n'hésite pas à enchérir est un amateur d'art italien. 44 000. 45 000, l'enchère est par Marie, et j'adjuge 45 000. Mais c'est un mystérieux acheteur au téléphone qui l'emporte. Je vais en avoir envie là quand même. Jamais le luxe ne s'est aussi bien porté. L'an dernier, le groupe LVMH, qui possède Vuitton, Dior ou Givenchy, a battu son record, plus de 3 milliards d'euros de bénéfices, dopé par un marché mondial. Les clients asiatiques raffolent du savoir-faire français. Nous avons voulu pénétrer ce monde feutré. Pourquoi le luxe fascine-t-il autant? Quelles sont ses recettes? Et quelles sont ses marges?
Derrière la machine à rêve, le luxe français est-il toujours l'expression d'un savoir-faire? Ou est-il devenu une industrie comme les autres? Les vitrines des grandes enseignes recèlent quelques secrets bien gardés. Nous allons vous les révéler. C'est ici que commence notre enquête, dans les quartiers huppés de la capitale. Au-dessus de la boutique Dior, au 5e étage de cet hôtel particulier, se trouvent les ateliers haute couture. Ça, t'en as besoin ou pas? Non, pas Je peux mettre le petit modèle. Les marques ont besoin de fabriquer du rêve. Et pour cela, les défilés de mode sont un moment crucial. Il nous envoie un gros paquet mardi, parce qu'il vient mardi ici, on va pas faire un coursier pour ça, d'accord? Il ne leur reste plus qu'un mois. Vous voyez, ça c'est un volume d'une grande robe aussi, mais qu'on ne dévoile pas. Une collection, ça se prépare en secret. Hein, tout le monde la découvre le jour de la collection. Une fois ces robes rendues célèbres, elles seront commandées par une clientèle ultra sélecte. Là, c'est une robe qui a été faite du temps de M. Galliano et qu'on répète pour une cliente qui la veut maintenant. Donc elle arrive de la broderie, vous voyez, elle arrive en morceaux comme ça et on va la remonter. Tout est sur mesure, le budget fabrication quasi illimité. Mais ces clientes feront parler d'elles et de leur tenue en faisant la une des magazines. Et on a des réserves, on en a partout. Même la cliente qui n'a commandé qu'une seule tenue a son mannequin grandeur nature conservé quelque part. On a là, partout, on en a là, partout. Là, c'est des bustes qui sont adaptés au corps des clientes. Vous voyez, on a différents gabarits, on a plein de choses, vous voyez. On rafistole toujours un petit peu. Et pourquoi vous les gardez? Parce que les clientes, quand elles reviennent, on a leur mannequin, on n'a pas besoin de les refaire. D'ailleurs, on a même les bras qui vont avec. Ah ben, on les fait à la cliente. Vous voyez, on a des petits, des grands, on a de tout. Avoir des ateliers comme cela revient très cher. Mais l'investissement est nécessaire. Catherine Rivière sait pertinemment que fabriquer du rêve, cela permet de vendre ensuite en masse. On avait bien vérifié que ça ne remonte pas. Oui. Oui, parce que ça remonte un peu. La haute couture, c'est le haut de la pyramide. C'est l'espèce de locomotive qui tire le reste. Ça permet à des femmes qui vont acheter un rouge à lèvres ou un pull dans une boutique Christian Dior d'avoir un peu le sentiment qu'elles font partie du club extraordinaire des gens qui achètent la haute couture. Je veux dire, il y a cette signature, il y a cette image qui fait que bon, c'est une chose en plus. Je veux dire, comme je disais, il y a un supplément d'âme, il y a une histoire, il y a quelque chose qu'on achète avec. Une histoire et un savoir-faire. Voilà les autres ingrédients magiques pour fabriquer du rêve. Vuitton, la marque la plus rentable au monde, l'a très bien compris. C'est ici à Asnières que la Griffe accueille les hôtes de prestige. Là où le fondateur a créé son atelier il y a 150 ans. Patrick Louis Vuitton, descendant de la 5e génération, est en charge de la légende. Alors expliquez-nous, il y a qui sur cette photo? Alors normalement, ça c'est une photo où vous retrouvez des gens comme Louis, comme Georges. À l'époque, l'entreprise Vuitton, c'est une vingtaine de personnes. Oh, à l'époque, oui, quand il est venu s'installer ici à Asnières, construction d'usine, oui, il y avait 20-30 personnes. La tradition, l'histoire de famille, autant de recettes qui forgent l'image de la maison. Vous avez vécu ici, petit? Moi j'ai vécu ici, vivait ici mon arrière-grand-mère. Il y a toujours eu le billard où les dimanches après-midi s'affrontaient tous les hommes de la famille. Le sigle LV, créé en 1896 par le fils du fondateur, n'a pas bougé depuis plus d'un siècle. L'atelier historique est toujours en place avec 250 employés. On y fabrique les malles de façon artisanale,
comme autrefois, à partir de matériaux assez simples. Là, une fois la menuiserie terminée, on va arriver ici sur les opérations de collage extérieur. De la colle, du bois et une simple toile enduite. Regardez, il pose la latte, il n'y a pas un instrument de mesure. Vous pouvez peut-être avoir 1 millimètre ou 2 d'écart. Mais par contre, à l'œil, c'est beaucoup mieux parce que vous êtes axé sur le logo. Il faut que ça soit au quart de poil. Voilà, on va aller la voir. Patrick s'occupe aussi des malles sur mesure qui font voyager des objets insolites. Voilà typiquement une commande spéciale. Voilà pour un client pour des stylos. 1, 2, 3, 4. Et toutes les folies sont permises. Il y a 350 stylos. Entre autres excentricités, une table secrétaire pliable. Alors voilà l'évolution, après ça va donner ça. Ou une collection de scalpels. Le tout dans une malle ornée d'une tête de mort pour un artiste. L'atelier d'Asnières, c'est la vitrine du luxe et du savoir-faire français. Où est-ce que vous, Vuitton, l'ensemble de vos produits, où est-ce que vous les fabriquez? En France. Je vous ai parlé de 12 sites industriels tout à l'heure. Vous avez la France. Pour tout ce qui est maroquinerie, vous avez 12 sites industriels en France. Pourquoi on s'est retrouvé à Ducé? Pourquoi on s'est retrouvé à Issoudun? C'est parce qu'il y avait des siècles d'histoire, de tannerie, de savoir-faire de maroquinerie, de gens qui fabriquaient. La France, une des clés de leur communication. Leur dernière publicité n'hésite pas à utiliser ces codes et mettre en avant Paris, le musée du Louvre. Les produits Vuitton sont-ils tous fabriqués dans des ateliers français, là où se trouvent les savoir-faire? Pas tout à fait. Thierry Baudromard est journaliste pour la presse économique. Il nous a signalé 2 sites de production en Roumanie. Il va nous commenter les plans et les photos mises en ligne par l'architecte lui-même. Étant donné les plans, là, on peut considérer qu'on a affaire à de grands ateliers. 4500 m², c'est quand même pas rien. C'est pas l'atelier, c'est pas le petit atelier d'Asnières ou de Ducé dans la Manche. Hein. Ça ressemble plus à une usine qu'à un atelier de manufacture du cuir. Ils y travaillent le cuir pour les poignées de sac et des poches intérieures, ainsi que des tiges de chaussures. Vuitton, quand ils communiquent, ils évoquent l'Espagne, le Portugal, parce que ça reste encore une délocalisation acceptable. Hein. L'Espagne, le Portugal, ça peut encore passer. Mais ils ne citent jamais d'emblée l'atelier de Somarest, l'atelier de Sibiu en Roumanie. Parce que la Roumanie, c'est moins acceptable? Oui, bah bien sûr. Hein, Europe de l'Est, coût de production bien moins important. Ça n'a pas l'image que veulent donner les groupes de luxe de leur outil de fabrication, c'est certain. Y aurait-il une façade et l'envers du décor? Combien de vêtements, bijoux ou sacs à main de luxe sont fabriqués ailleurs, à la chaîne, loin des ateliers vitrines mis en avant? Nous avons choisi de nous intéresser à Givenchy et Kenzo, 2 marques du groupe LVMH. En caméra discrète, nous sommes allés voir dans ce grand magasin les costumes pour hommes. Vendus entre 1000 et 1500 € pièce, c'est du prêt-à-porter de luxe. Sur l'étiquette, on lit la mention Paris, mais à l'intérieur en tout petit, fait en Bulgarie. Regarde, tu vois, ils ont fait une pizzeria là. Mais tu vois là, c'était les pantalons, tout ça. Ces costumes ont longtemps été assemblés ici, chez ce sous-traitant du Nord, jusqu'à ce que l'atelier de production ferme en 2008. LVMH trouvait Marie-Hélène et les 146 autres employés trop chers. Et là, c'était un bureau des méthodes qu'on disait. Ils cherchaient toujours pour qu'on aille plus vite, quoi. Il n'y a plus personne. Bah non. Vous arrivez à avoir l'image de tout ce qu'il y avait ici avant? Ah ouais, je me rappelle, les machines, tout ça. Les filles. Là, il y avait quoi là? C'était où les machines en fait? Bah ici, comme ça, là, tout le long. Du côté des fenêtres, tout le long comme ça. Parce que comme ça, les filles, elles avaient moins chaud, quoi. Marie-Hélène se souvient surtout du combat qu'elle a mené
pour éviter la fermeture. Quand elle a appris que la fabrication des costumes était partie en Pologne, elle a même décidé avec sa collègue Annie de faire une visite surprise chez le nouveau sous-traitant. Ah ouais. Et ils ont un ventilateur, hein. Nous avons récupéré les images. C'était dans 2007. Ce qu'elle découvre est un choc pour elle. Le coût de la main-d'œuvre est de 35 € par costume, 3 fois moins qu'en France. Ça, nous, c'est pas la même matière. Tu sais, tu mets dans la manche. Ces ouvrières ont appris très vite à faire du luxe pour des salaires bien inférieurs. Combien d'années vous avez travaillé? En 2007, les employées polonaises recevaient un salaire de 250 € par mois. Et est-ce normal que vous gagnez peu en travaillant aussi dur? Marie-Hélène essaye de faire partager son indignation de militante. Non, c'est pas normal. Pas normal. Quand on est en grève, on arrête le travail, on exige des meilleures conditions de travail. Non, la grève, jamais. Jamais, il n'y a pas eu de grève. Mais la délocalisation, c'est aussi cela. Des travailleurs qui n'ont pas les mêmes salaires et ont du mal à se comprendre. Aujourd'hui, Marie-Hélène est ambulancière, une des seules à avoir retrouvé un emploi. Ses mains racontent toujours la même colère, surtout quand elle entend que le luxe serait le garant des savoir-faire. Vous allez dire ça à des salariés qui ont perdu leur travail, qui fabriquaient du luxe et puis ils ont été à l'étranger pour le faire fabriquer. C'est pas normal. Donc c'est toujours le profit qui est primordial pour eux. Le travail, ça coûte plus rien, c'est ça? Bah, bien sûr. On paye plus le travail. On paye plus le travail, non, on paye plus la force de travail. Son usine était la dernière entreprise à fabriquer des costumes de luxe en série en France. Les costumes, eux, sont partis encore plus loin. La Pologne, c'était trop cher. Le nouveau pays de cocagne, c'est la Bulgarie. Nous avons retrouvé nos costumes à 350 km de Sofia. Voici Pirintex, la plus grande usine textile de Bulgarie, voire d'Europe, avec ses 3000 employés. Fondée par cet Allemand, Bertram Rollmann, l'usine travaille en sous-traitance pour les marques européennes. Et voici nos costumes. Ça, c'est du Kenzo. Sur 3 étages, on fabrique de tout, des uniformes, des marques moyenne gamme comme du luxe, et sur les mêmes machines. C'est très grand ici. Ici, nous nous trouvons dans la salle de coupe. La matière première est scindée en plusieurs morceaux. Fini la tradition et les savoir-faire. Ici, les mots qui comptent sont rentabilité et coût de main-d'œuvre. La moins chère d'Europe et beaucoup plus acceptable que l'Asie. Voilà pourquoi certaines marques de luxe sous-traitent ici. Monsieur Rollmann est d'ailleurs toujours à l'affût de solutions encore moins chères. Un ouvrier est payé en Bulgarie entre 350 et 400 € par mois. C'est donc un paradis pour les marques, parce que ce n'est pas cher? Peut-être que dans un an ou deux, on va transférer une petite unité en Grèce. Parce que personne ne sait comment ça va évoluer ici. Il est possible que les salaires continuent à augmenter. Donc on va manquer de main-d'œuvre abordable d'ici 3 ans. Alors qu'on aura plein de gens au chômage en Grèce. Donc on va essayer de trouver le bon équilibre. Et ça doit être un bon calcul pour nous aussi. Mis à part la marque, ces costumes sont-ils encore vraiment du luxe? This is for a French client, for Kenzo. Sur chaque pièce, vendu plus de 1000 € en boutique, le coût de la main-d'œuvre dépasse à peine 30 €. Pourtant, les prix de vente, eux, ne diminuent pas.
Que finance-t-on quand on achète du luxe? Où va la différence? Comment sont fixés les prix? Pour le savoir, nous avons poussé la porte de ce consultant spécialisé dans le luxe. D'abord, lorsqu'on paye 1 000 €, bien sûr, on paye la TVA, qui représente quand même, quand on éditionne ici, on rajoute 19,6%. C'est pas rien. Après, il y a 3 ensembles que l'on retrouve. Le premier, c'est la production, qui est une partie qui reste sur un costume relativement quand même faible, moins de 10%, ça peut être encore moins. Et puis après, on a 2 ensembles qui sont assez forts. Un qui est la marque, et tout ce qui est la gestion de l'image. Et deuxièmement, tout ce qui est la distribution, qui vont être votre réseau de boutiques. Donc finalement, quand on achète un produit, c'est pas tant la réalisation de ce produit qu'on achète que tout le reste? Absolument. C'est tout ce qui contribue finalement à ce que lorsque vous achetez le produit, vous êtes dans un lieu, vous avez été conditionné par la marque, par tout l'univers de la communication que vous avez vue, les journaux que vous avez ouverts en rêvant, en vous disant tiens, cette page, cette pub est magnifique, elle me fait rêver, par un défilé que vous avez vu à la télévision, par les boutiques devant lesquelles vous êtes passé plusieurs fois dans les plus belles avenues du monde, et vous vous dites mais c'est quand même incroyable que toutes ces boutiques-là de luxe soient présentes ici, ben, ça a un coût. Il va refuser de nous donner plus de détails. Mais selon notre enquête, voici comment se décompose le prix d'un costume de luxe. Les coûts de marque et de distribution représentent 45% du prix. Et la marge est belle, autour de 30%. Et cela peut monter bien plus. Jusqu'où? Mystère. C'est les marges, si elles sont communiquées, elles sont communiquées. Très honnêtement, c'est des chiffres qu'ils communiquent s'ils le veulent. Quoi qu'il arrive, c'est des marges très confortables et on le sait tous. Des marges qui peuvent dépasser les 50% et des coûts de fabrication parfois réduits à minima. Voilà l'équation magique. L'image de marque, elle, n'hésite pas à jouer sur les ficelles des savoir-faire. Nous avons contacté le groupe LVMH, propriétaire de Vuitton, Givenchy et Kenzo. Ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. En termes de savoir-faire, il existe un seul pays voisin dont les marques se vendent volontiers, c'est l'Italie, l'autre pays du luxe. Nous nous sommes rendus non loin de Venise, sur la rivière de la Brenta, une région mondialement connue pour ses chaussures et sa maroquinerie. Federico travaille en sous-traitance pour beaucoup de grandes marques de luxe, françaises ou américaines. Ça, ce sont des Tabitha Simons. Ça, c'est Chanel. Ça, c'est une marque italienne, Ballin. Ça, c'est Chanel aussi. Mon travail, c'est la couture. Donc, je coule les différentes pièces ensemble pour faire le dessus de la chaussure. Et ensuite, je les monte sur la semelle et le talon. 20 millions de paires de chaussures sont fabriquées chaque année dans la région. Pourtant, Federico a de moins en moins de travail. Je suis en colère parce que les règles ne sont plus respectées en Italie. Les ateliers comme le sien disparaissent, jour après jour, remplacés par une mystérieuse concurrence beaucoup moins chère et installée tout près, dans un quartier résidentiel. Ils habitent au-dessus et ils travaillent en dessous. Regarde, ce sont des pièces obscures. Il n'y a pas de lumière. C'est pas des conditions de travail, ça. Là aussi, c'en est un. Et là, une autre maison où ils vivent et ils travaillent. Regarde dehors. Il y a des Chinois. Des pavillons ordinaires, avec du linge aux fenêtres. Selon Federico, ce seraient des ateliers semi-clandestins tenus par des Chinois. Si tu regardes le registre de la chambre de commerce, il déclare 2 salariés. Et à 10 h du soir, dans un garage de 30 mètres carrés, tu en trouves plus d'une vingtaine. Du luxe, fabriqué dans des garages obscurs, difficile à croire. Nous avons voulu le vérifier en caméra cachée.
Bonjour. Bonjour. Nous cherchons le patron de l'atelier. Il est 10 h du matin et une Chinoise nous accueille. Ciao, buongiorno. On a un travail urgent à faire faire. C'est bien ici? Nous nous faisons passer pour une marque italienne qui souhaite passer une commande de chaussures. Grazie. Elle comprend à peine l'italien. C'est pour des chaussures. Ah, chaussures. Mais le modèle que nous lui montrons nous sert de sésame. À l'intérieur, au niveau du rez-de-chaussée, un atelier sommaire, au milieu d'un bric-à-brac, avec 5 machines à coudre. Grazie. Le patron, également chinois, nous rejoint rapidement. Sono Marie. Nous lui montrons notre prototype de chaussures. Pour faire du bon boulot, j'ai besoin d'un peu de temps. Moi, je fais vraiment du luxe, de la qualité. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Regardez les sacs. Ce sont des vrais. Ils sont vrais? Oui. C'est vous qui les faites? Vous faites tout? Oui, je fais tout. Ce sont des Chanel? Chanel. L'homme prétend que ces sacs Chanel ne sont pas de la contrefaçon. Nous avons voulu lui en acheter un. Il a refusé, car chaque pièce est numérotée. Ces sacs seraient pour la collection de printemps. Je reçois les pots déjà taillés, je les assemble, je monte le tout. Pour combien? Un sac comme ça, je le facture 45 €. Un prix de revient de 45 € pour un sac en boutique vendu au moins 2000 €. L'homme affirme fabriquer des sacs Chanel depuis une dizaine d'années. J'ai l'autorisation de travailler avec Chanel. Et si jamais je fais du mauvais travail, tout de suite ça s'arrête. Ah, vous avez une autorisation de Chanel? Oui. Il y a un inspecteur de Milan mandaté par Paris qui inspecte mon travail toutes les semaines. Il va finalement nous expliquer que l'inspection n'a pas lieu dans son local, mais chez le sous-traitant qui lui a transmis la commande. Il y a 10 ans, il y avait 380 ateliers traditionnels dans la région. Aujourd'hui, il y en a 3 fois moins. En revanche, 200 ateliers chinois ont fleuri. Une délocalisation cachée à l'intérieur des frontières italiennes. Chanel est-elle au courant de ces pratiques, comme nous l'a affirmé notre homme, ou est-ce fait à son insu? Cela pourrait-il être de la contrefaçon? Nous leur avons posé la question. Ils nous ont répondu que seule une expertise leur permettrait de juger de l'authenticité des sacs. Suite à notre demande, ils s'apprêtent à mener une enquête approfondie sur leur réseau de sous-traitants. À Bercy, la délocalisation du luxe est un sujet qui inquiète. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite. Nous retrouvons le journaliste Thibaut Dromard. Il se rend à un mystérieux séminaire, l'Offshoring Management, organisé par un cabinet de conseil. Il s'agit pour Bercy de faire passer des messages aux maisons de luxe présentes dans la salle sur les coûts réels de la délocalisation. Tout le problème, c'est que les coûts de contrôle sont très importants et on sait très bien, pour en avoir discuté avec un certain nombre de maisons de luxe, que c'est un des sujets les plus sensibles. Et puis il y a surtout l'impact sur l'image, le sujet tabou. Voilà, je sais pas si Thibaut Dromard va jeter un pavé dans la mare. Oui. Elles font tout pour le dissimuler. Vous verrez jamais Vuitton annoncer qu'ils ont une usine à Sibiu en Roumanie, et pourtant c'est le cas et c'est leur plus grosse usine aujourd'hui. Et alors la question se pose du côté du consommateur, puisque vous posez la question, qui sait aujourd'hui que Vuitton fabrique 1/10 de son produit en Roumanie et quel impact ça a?
Vous avez tout à fait raison, et c'est bien parce que les marques de luxe sont extrêmement peu bavardes que finalement ça ne prend pas d'ampleur. On sait très bien que la plupart des bijoutiers de la place Vendôme, l'essentiel de leur fabrication n'est pas faite en France, c'est clair. Il suffit de voir les sous-traitants en France, et il n'y en a pratiquement plus. Et il faut qu'elles se méfient parce que le jour où ça sortira, ce sera par contre une traînée de poudre. Et là, ça aura un impact considérable sur leur image de marque. Face aux délocalisations partielles, certains sous-traitants s'inquiètent. Le luxe à la française perdrait-il son identité? C'est du côté de Belfort que nous allons chercher la réponse. Mais le chiffon n'est pas terminé, on est là. Non, n'est pas terminé. Carmen Cole a fourni des pièces en maille pour toutes les griffes parisiennes. Elle a connu toutes les époques. Les maisons de luxe familiales, puis le rachat par les grands groupes. Vous aimez bien? Elle a vu le luxe changer, gagner beaucoup d'argent, pour mieux s'appauvrir, selon elle. Ah oui. On brûle aujourd'hui tout ce savoir-faire. Il y a tout un pan de la société française qui a disparu et qui, malgré tout, continue à disparaître. Et on se glosse en disant le luxe va bien. Oui, il va bien en chiffre d'affaires, mais pas du tout en termes de savoir-faire. Quelque chose au fond de moi me révolte, parce que si on a banalisé le luxe, si on a perdu le savoir-faire, eh bien on n'a plus raison d'être. Je l'ai dit à une maison, à une grande maison, j'ai dit écoutez, un jour vous n'aurez plus, si vous faites tous pareil, ben vous n'aurez plus raison d'être. D'habitude, aucun sous-traitant ne s'exprime. Carmen ose parce qu'elle vient de remporter un procès contre Chanel. Ceci est une recherche basique. Puisque la maison de couture lui avait dérobé un échantillon de mailles, comme celui-ci, pour le faire fabriquer ailleurs. L'entreprise a failli mourir. Aujourd'hui, Carmen espère reprendre l'aventure. On ressent à nouveau les odeurs dans l'atelier. Parce qu'à un moment donné, il y avait comme une odeur de mort qui était installée. C'était quelque chose parce que je ne sentais plus l'odeur du travail des personnes. Et c'était un froid qui me glace parce que même si à l'extérieur il faisait chaud, à l'intérieur il y avait un froid. Impossible de savoir exactement dans quelle proportion le luxe français délocalise. La chaussure, le prêt-à-porter et la joaillerie seraient très exposés, la maroquinerie beaucoup moins. Mais les grandes marques de luxe françaises courent le risque de perdre leur âme si elles diluent trop leur savoir-faire. Nous sommes maintenant tout près de Paris, dans ce quartier d'affaires de la Défense, qui lui aussi s'est mis aux couleurs de Noël et de la fête. On trouve de tout ici, sur les étals de ce marché. Des décorations, des friandises, de l'artisanat, des produits du terroir. La tradition de ces marchés de Noël remonte au XIVe siècle. Elle nous vient d'Allemagne et d'Alsace. Aujourd'hui, les marchés de Noël sont devenus un événement commercial qui célèbre les cultures du monde entier. Et c'est d'ici que nous partons pour la Grèce. Un pays, la Grèce, dont il a beaucoup été question dans l'actualité tout au long de l'année. Un pays au bord de la banqueroute, au bord de la faillite, et qui n'hésite plus à se séparer de ses trésors, de son patrimoine, comme ces îles par exemple. 47 d'entre elles sont à vendre ou à louer. Et à cette liste s'ajoutent désormais des mines, des ports, des palais, bref, une grande braderie qui attire les convoitises. Regardez ce reportage, il est signé Alexia Kefalas et Michel Tardy. Amy et Brian sont deux riches Américains. Ils s'apprêtent à embarquer pour une petite traversée pittoresque dans le centre de la Grèce. Mais comme nombre de touristes en ce moment, ils ne viennent pas pour visiter ce pays, ils viennent aussi un peu pour l'acheter. Ils ont demandé à Nikos, un agent immobilier, de leur montrer un petit bout de sa terre natale. Nous sommes en pleine mer Égée. Cette île est seulement à 4 heures de Paris, par l'aéroport d'Athènes. Vous voyez, ça c'est le continent, et ça c'est l'Attique. Avec un bateau rapide, vous êtes au port d'Athènes en un quart d'heure.
Au bout de la traversée, l'île de Stouronissi, une propriété de l'État grec, un petit bijou a cédé pour 4 millions d'euros. Jusque-là, un lieu sauvage qui, avec la crise, pourrait bien changer de visage. Ici, l'acheteur aura même le droit de construire. Hôtel de luxe, bungalow, marina. Le client américain est un promoteur. Il a déjà plein d'idées. Vous choisissez l'emplacement de vos immeubles. Vous amenez des bulldozers, des explosifs. Vous mettez tout à niveau et vous vous débarrassez des rochers. C'est pas un problème. Cette île n'est qu'un des lots de l'immense catalogue grec. Car aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas une seule, mais 47 îles à céder. La Grèce est acculée. Elle a une dette de 250 milliards d'euros. Alors il faut vendre, et vite. La Compagnie nationale des chemins de fer a déjà trouvé preneur. Reste à saisir un aéroport, un ancien palais royal, le port d'Athènes et même des mines d'or. Une vente à la découpe où tous les prix sont négociables. Comment les richesses de la Grèce sont-elles démantelées? À qui profite vraiment cette grande braderie? Voyage dans un pays d'Europe en pleine liquidation. Au bord de la mer Égée, dans son bureau, nous retrouvons Nikos, notre agent immobilier. L'État l'a mandaté officiellement pour vendre ces îles. Il existe même un catalogue. Vous voyez, ça, c'est le catalogue des îles que l'État a décidé de louer pour 49 ans. On peut y lire 40 îles à louer. Sur la mer Égée ou Méditerranée, des îles habitées ou sauvages, les clients n'ont plus qu'à faire leur marché. Tarif entre 3 et 45 millions d'euros. Cet îlot, par exemple, dispose déjà de l'eau et de l'électricité. Il est vendu avec ses élevages de poissons. Ou encore, vous pourrez vous offrir Sougria et ses plages de rêve. Et tous les jours, des nouveaux biens sont mis en vente. Nikos vient d'être appelé par un maire qui voudrait louer une presqu'île située dans sa commune. Le panorama est magnifique. Cela s'appelle l'île aux rêves. Pendant des années, les touristes et la population locale venaient profiter de l'endroit. Mais depuis quelque temps, c'est devenu le cauchemar du maire, bien loin de ses souvenirs d'enfance. Là, c'était le bar de la plage. Plus haut, là-bas, c'était la discothèque dans les années 70. C'était bien, nous y avons tous grandi. Moi, j'ai tout vécu ici. Mais après 2 ans de crise économique, la mairie n'a plus d'argent. Elle doit 2 millions d'euros aux impôts. Alors impossible pour elle de payer même un gardien ou d'ouvrir le lieu au public. La vérité, c'est que nous n'avons plus les moyens en tant que mairie. Il faut qu'un privé vienne et mette de l'argent, sinon tout va se dégrader. Nous, on est à sec et cela coûte cher à entretenir. Mais si quelqu'un veut investir, c'est sûr, il fera une bonne affaire. Une vue imprenable et 52 chambres. Un petit rafraîchissement et l'affaire peut redémarrer. Des investisseurs indiens, brésiliens, une société russe, ce sont les premiers contacts que Nikos a déjà eus pour la reprise de la presqu'île. Cet endroit est idéal. C'est facile à réaménager. Le plus important, c'est que le panorama est très beau. La nature est partout. Il y a vraiment de quoi faire pour un repreneur. La mairie a tellement besoin d'argent que pour 100 000 euros par an, elle est prête à céder immédiatement l'exploitation de son île. Le premier qui répondra à la petite annonce sera le premier servi.
Et peu importe la nationalité, la Grèce cherche des acheteurs, de l'argent frais, vite. Tellement vite qu'elle abandonne aux autres un potentiel industriel dont elle aurait pu profiter. Le Pirée, un des ports les plus anciens de la Méditerranée et le premier centre industriel de Grèce. Au cœur des embarcadères, il y a maintenant ce petit morceau de Chine. COSCO, le plus grand transporteur chinois, a acheté le droit d'exploiter la moitié de la zone pendant 35 ans, contre un chèque de 3 milliards d'euros. Une opération historique rendue possible grâce à Todoros et Dimitri, deux avocats d'affaires grecs. Depuis quelques années, les Chinois sont devenus leurs principal client. COSCO a de grandes ambitions au Pirée. Cette partie-là, c'est l'embarcadère 2 qui a été modernisé par COSCO et qui est maintenant en opération. Et ici, c'est l'embarcadère 3 qui est sous construction. Il va être prêt l'année prochaine, je pense. L'entreprise chinoise a déjà commencé ses travaux pharaoniques pour agrandir le Pirée. Coût de l'opération, 560 millions d'euros, payés rubis sur l'ongle par le gouvernement chinois. COSCO est une entreprise d'État. C'est donc bien la Chine qui est propriétaire aujourd'hui de la moitié du principal port grec. D'ailleurs, sur la photo souvenir de la signature de l'accord, on trouve au second plan Hu Jintao, le président chinois de l'époque. Car pour la Chine, la vente d'une partie du port d'Athènes est une opportunité unique de mettre un pied en Occident. Sur cette carte d'Europe, les noms des ports s'écrivent déjà en chinois. Et c'est à partir de là que les différentes marchandises sont envoyées aux autres destinations de la Méditerranée. Donc le port de Pirée permet de tout centraliser. Et à partir de là, tout est envoyé vers d'autres destinations. En Europe et en Afrique du Nord aussi. En Afrique du Nord aussi, évidemment. Vous avez aussi vous arrivez ici aussi en Algérie. En Algérie. En Égypte. En Égypte. Todoros et Dimitri nous amènent là où les caméras ne pénètrent que rarement. Le bureau du Captain Fou, le patron de COSCO en Grèce. C'est cet homme à la chemise rose. Peu de journalistes l'ont approché. En Europe, c'est lui qui pilote l'arrivée de l'entreprise chinoise. Après avoir installé COSCO à Naples, il s'attaque à Athènes. Et s'il a convoqué ses avocats aujourd'hui, c'est parce qu'il s'apprête à signer un nouveau gros contrat. Les chemins de fer grecs sont à vendre et bien sûr, il veut les acheter. Ici au Pirée, peut-être avant la fin de l'année, nous allons utiliser le train pour relier tout le centre et aussi le sud de l'Europe. Ça sera encore plus rapide qu'en cargo. Un port, des trains. Cette société chinoise rachète à la Grèce de quoi livrer toute l'Europe en marchandises. L'activité sur son embarcadère a déjà été multipliée par 2 en un an. Ici, les dockers grecs sont payés de 800 à 4000 euros par mois. Ils n'y trouvent rien à redire. Avec la crise, il n'y a pas de travail. Les gens sont au chômage. Donc on est content de développer l'activité ici. Les salaires sont corrects, c'est bien. Mais COSCO ne fait pas que des heureux. D'un côté du port, les grues neuves et bleues de l'entreprise chinoise avec leurs balais incessants de marchandises. Quelques mètres plus loin, ces grues jaunes et vétustes. C'est l'embarcadère toujours géré par l'État grec. Il est désert. Ici, il n'y a plus de travail. Les bateaux préfèrent accoster juste à côté, chez les Chinois, plus moderne, plus rapide. Yorgos regarde tout cela avec beaucoup d'amertume. Il y a 2 ans encore, il réparait des cargos ici même, sur l'embarcadère grec, devenu fantôme.
Ça, c'était notre cantine. Et dès qu'il y avait une pause, on venait ici, on buvait notre café avec un sandwich. Ici, avant, tu venais chercher du travail et tu en trouvais parce que les employeurs te suppliaient. Maintenant, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, Yorgos erre à la recherche d'un travail, écœuré de voir que l'entreprise chinoise a réussi là où l'État grec a échoué. Car il le reconnaît, lui et ses anciens collègues avaient pris l'habitude de travailler avec un certain laisser-aller. Quand un bateau venait se faire approvisionner ou réparer, il payait une location pour rester sur l'embarcadère. Plus il restait, plus ça lui coûtait cher. Mais nous, on mettait parfois plus de 20 jours à faire notre travail et le client n'était pas content. Quand il venait se plaindre, on se concertait et on se mettait en grève. Et du coup, les armateurs partaient ou ne revenaient pas sur le Pirée. Il y a 2 ans, il a refusé de travailler pour Cosco, la société chinoise. Les premiers salaires commençaient à 800 € par mois. Il trouvait ça trop bas. Aujourd'hui, il regrette, car son épouse Sofia est elle aussi au chômage. On va encore manger de la soupe? Oui, oui. Ça, ce sont des paquets de féculents que l'Église nous a donnés. Elle organise des collectes régulièrement et après elle les distribue. C'est votre alimentation principale? Oui, nous vivons avec des féculents parce que nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons pas de travail et on essaye de survivre avec ça. Demain, tu feras des lentilles. Depuis son balcon, Yorgos a vu sur le port. Les Chinois ont promis de nouveaux emplois et il le sait. La prochaine fois, il acceptera leur offre, quelle qu'elle soit. L'État grec ne brade pas que son patrimoine industriel. Les trésors de l'Antiquité, comme l'Acropole, ne sont pas à vendre, mais il y a des dizaines d'autres vestiges moins connus des touristes. Alors, dans le grand catalogue de la Grèce, voici le palais Tatoi. Pendant 120 ans, c'était la résidence d'été de la famille royale. La vente de cet unique témoignage de la monarchie révolte Kostas Stamatopoulos. Pour cet historien, un palais royal n'est pas une marchandise. Comment vous vous sentez quand vous voyez Tatoi? Parce que vous y allez maintenant, vous prenez des photos, vous y allez de temps en temps. Un mot. Vous écrivez un livre. Humilié. Humilié personnellement. Ce sont des choses qui ne sont pas tolérables. L'État n'a pas le droit. Je lui accorde pas ce droit. Depuis 10 ans, l'ancienne résidence royale n'est plus ouverte aux visiteurs. Nous avons obtenu une autorisation du ministère de la Culture pour la filmer, mais arrivés devant les grilles, la sécurité nous interdit l'accès. Baissez la caméra, s'il vous plaît. Vous baissez la caméra. On a eu un coup de fil ce matin de la secrétaire générale du ministère. Elle nous a dit de ne pas vous laisser rentrer. Pourquoi les autorités nous empêchent-elles d'accéder au palais Tatoi? Qu'ont-elles à cacher? Nous suivons notre historien. Il connaît les sentiers qui mènent à l'ancienne demeure des rois de Grèce. Et nous allons vite comprendre les raisons de sa fermeture au public. C'est un des bâtiments les plus caractéristiques de Tatoi, de la première génération des bâtiments de Tatoi. Nous sommes dans la maison du gardien de la famille royale, une bâtisse aujourd'hui délabrée. Voilà, c'est à peine croyable. Il y a 10 ans, il y avait une véritable porte. Il y avait un escalier en bois qui montait. Mais vous pouvez peut-être filmer l'intérieur pour voir avec quelle vitesse les bâtiments s'effondrent une fois qu'ils ont perdu leur toit. Et or, il ne coûte rien de mettre un toit provisoire en tôle. Mais rien n'a été fait. Le ministère de la Culture a-t-il aussi laissé se dégrader le bâtiment principal? La maison des rois se situe à 1 kilomètre de là. Nous décidons de nous y rendre. Après une petite heure de marche et plusieurs barrières escaladées, nous arrivons enfin devant l'ancien palais royal. Il est à l'abandon. Même le panneau « Chien méchant » est en piteux état.
Mais ce que les autorités ne veulent surtout pas montrer au public, c'est qu'il y avait de l'argent pour entretenir cet endroit. La preuve, ces plaques. Elles rappellent que l'Union européenne a versé des fonds pour la rénovation du palais. La Grèce a touché 1 200 000 €, c'est écrit noir sur blanc sur cette pancarte. Un autre panneau parle de 575 000 € versés pour la préservation du parc. De l'argent qui, à l'évidence, n'est pas arrivé jusqu'ici. Mais qu'est-ce qu'ils en font de l'argent européen, les politiques? Oh, vous me posez des questions compliquées, Alexia. Hein? Qu'est-ce qu'ils en font? C'est tabou. Hein? C'est pas tabou, il suffit de regarder pour avoir la réponse. Qu'est devenu l'argent européen? Nous avons sollicité le ministère de la Culture. Officiellement, la personne en charge du dossier est en arrêt maladie. Le prix du palais et de son parc n'ont pas été dévoilés. À ce jour, ils n'ont toujours pas trouvé preneur. Avec la vente de son patrimoine, la Grèce a déjà encaissé 1 800 000 000 €. Des dizaines de transactions réalisées dans l'urgence pour rembourser la dette. Mais ces opérations sont-elles toutes transparentes? Voici une histoire qui fait scandale. Elle se déroule au nord de la Grèce, dans l'une des plus belles régions du pays, mais aussi dans l'une des plus riches en minerais d'Europe. En pleine forêt, ces bâtiments abritent une mine d'or très ancienne. Aujourd'hui, elle fait vivre Yanis et les 600 ouvriers du site. Ils travaillent à plus de 500 mètres sous terre. Depuis quelques mois, la mine est en plein développement. Yanis est chargé de la sécurité dans les tunnels. Comment ça se passe ici? Tout va bien, on vient de refaire une couche de ciment. Il faudra aussi boucher des trous ici, en profondeur. Oui, oui. On doit aussi faire cela, là, et puis cela, et cela. Nous pouvons dire que nous sommes chanceux ici, dans la région, parce que c'est la seule société qui embauche. Toutes les autres ne font que licencier leur personnel. Et là encore, cette société qui embauche n'est pas grecque. Elle est canadienne et s'appelle Eldorado Gold. Il y a 10 mois, elle a acheté la mine d'or pour 2 milliards €. Et en guise de bienvenue, l'État grec lui a fait un petit cadeau. Un cadeau que Kostas, le porte-parole du groupe canadien, accepte de nous montrer. Il est plutôt surprenant. Il s'agit en fait de cette forêt, de tous ces arbres. Ils appartenaient il y a 10 mois encore à l'État grec. Aujourd'hui, cette immense parcelle est, comme la mine souterraine, la propriété de la société canadienne. La zone est bien gardée entre barbelés et vigiles. Apparemment, un chantier vient juste de commencer. Les Canadiens voudraient ouvrir une nouvelle mine sur ce site. Mais cette fois-ci, ils n'auront pas besoin de creuser un tunnel. Il n'y a qu'à se pencher pour gagner de l'argent. Regardez ici. Quel que soit l'endroit où vous regardez, vous trouverez du cuivre. Vous voyez ces taches vertes, c'est du cuivre. Et juste pour vous donner une idée de la quantité de pierres que nous avons déjà ramassées et dont il faut extraire le cuivre, c'est 730 000 tonnes. Le cuivre, c'est le principal minerai ici. Du cuivre, partout. Le cadeau de l'État grec s'annonce donc particulièrement lucratif pour Eldorado Gold. Mais pour extraire le minerai, la compagnie a prévu quelques modifications sur le site. Seule façon de le comprendre, se rendre dans les bureaux de la société. Alors, regardez la ligne rouge, ici. C'est la région que nous avons achetée de l'État grec. C'est ça toute la région. La ligne rouge. Nous allons détruire des arbres d'ici, ici, ici et d'ici. Abattre une forêt, l'une des plus riches en biodiversité d'Europe,
Jamais aucune société n'a obtenu un tel droit en Grèce. C'est ce qui révolte Yorgos, pour qui le sacrifice de ces milliers d'arbres ne va en plus rien rapporter aux habitants de la région et à son panorama unique. Peut-être que la Grèce va devenir un des premiers pays producteurs d'or ou de cuivre en 2016. Mais comme d'autres pays qui sont de gros producteurs, le pays ne sera pas riche parce que ce sont les sociétés exploitantes qui prennent l'argent. Ici, ce sera la compagnie canadienne Eldorado Gold, alors que les citoyens, la région et la Grèce ne gagneront rien. Qui donc alors avait intérêt à faire ce cadeau aux Canadiens? En novembre dernier encore, les riverains manifestaient leur colère, comme le montrent ces images tournées par des militants anti-mines. T'as pas honte? C'est illégal ce qu'ils font. Des manifestants qui ont appris du jour au lendemain la vente de la forêt. Alors ils s'interrogent. Que cache cette transaction? Yorgos et son collectif d'habitants ont mené l'enquête. La forêt a été cédée pour 1 euro symbolique sans appel d'offres. C'est contraire à la loi. Et c'est le maire, disent-ils, qui aurait facilité la transaction. Il est difficile d'avoir des preuves, mais tout le monde pense qu'il y a un scandale. C'est même évoqué dans la presse. C'est difficile de savoir qui est impliqué, mais dans cette affaire, il y en a un qui a joué un rôle déterminant, sans hésitation. C'est Christos Paktas. Christos Paktas. En Grèce, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme politique connu. Il a même été ministre. Nous décidons de le rencontrer. Bonjour, comment ça va? Excusez-moi, je vous avais pas vu. Vous allez bien? Ses opposants lui reprochent d'avoir bradé la forêt et peut-être d'avoir touché de l'argent. Sur le soutien au projet canadien, le maire est très à l'aise. Pour lui, il s'agissait surtout de sauver des emplois. Il y a 1500, 1600 places de travail qui vont être créées dans les années qui viennent, directes. Il y a encore 3500 indirects qui vont être soulevés aussi. Donc on aura une chambre d'à peu près 5 000 places de travail qui sont là. Mais qu'en est-il des accusations de corruption? Nous décidons de lui poser la question. Vous avez gagné quelque chose pour votre soutien aux Canadiens? Mais qu'est-ce que vous dites, vous? Et vous osez me poser la question? Vous n'avez pas honte? Ça suffit. Vous m'humiliez. Partez maintenant. Le maire met fin à l'entretien et nous poursuivons notre enquête. Par téléphone, nous allons joindre un responsable de la société canadienne. C'est lui qui nous révèle ce que le maire attend en échange de son soutien. En ce qui nous concerne, Paktas a toujours défendu le projet d'exploitation des mines. Mais comme vous l'imaginez, ceci n'est pas très bon pour nous. Ce maire nous a soutenus, alors maintenant, bon, vous voyez ce que je veux dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il demande concrètement? Eh bien, il nous demande d'embaucher tous ses proches à lui, de leur trouver du travail. Mais on n'embauche pas n'importe qui comme ça. Nous n'obtiendrons pas plus d'informations sur les conditions de vente de la mine et de la forêt. Combien sont-ils à profiter du manque de transparence des transactions, alors que tout se vend en Grèce? Dans ce pays au bord de la faillite, l'urgence, c'est de renflouer les caisses, quitte à vendre, avec son patrimoine, un peu de son âme. C'est ici à Montmartre que nous avons choisi de vous présenter notre dernier reportage. Montmartre, c'est un peu comme un village. Ici, tout le monde se connaît et résiste à sa façon à une vie un peu trop trépidante, au stress parisien. Alors, arrêtez de vivre à 100 à l'heure, cela pourrait être une bonne résolution pour 2013 et c'est l'objet de notre reportage.
Pour vivre mieux, dans un monde qui va de plus en plus vite, certains ont choisi la méditation. C'est une pratique vieille de 3000 ans et qui fait de plus en plus d'adeptes en Occident. Et vous allez le voir, des chercheurs, des scientifiques et des médecins s'y intéressent. La méditation a-t-elle une influence sur notre cerveau? Permet-elle de mieux gérer le stress, de résister à la douleur, voire même d'être plus créatif et serein dans son travail? Regardez notre reportage en France et aux États-Unis. Il est signé Aurélie Guillemin et Mathieu Régnier. 19h, au cœur de Paris. La capitale grouille de gens pressés, mais ce soir, ils sont quelques-uns à vouloir surtout ralentir. Rendez-vous dans un immeuble cossu du 8e arrondissement. Les stagiaires du jour sont informaticiens, avocats, chauffeurs-livreurs ou chefs d'entreprise. Ils n'ont a priori rien en commun, à part un agenda chargé dans lequel ils ont tous décidé de faire une place à une pratique qui fait fureur. On va mettre nos pieds bien à plat sur le sol et parallèles l'un avec l'autre. Ça ressemble à une séance de relaxation. En réalité, c'est un programme de réduction du stress. Est-ce que je peux ressentir des sensations particulières dans mon corps sans rien chercher à changer? La première de 8 leçons de méditation. Ouvrir les yeux et mettre fin à cette pratique. Je suis sujet à stress dans ma vie et je me retrouve parfois en colère. C'est pas bon. Voilà. Donc je suis assez serein déjà, mais ce que je voudrais, moi, c'est me connecter complètement à moi-même. Quelqu'un d'autre? Ça va trop vite. C'est la voiture, les embouteillages, la télévision, l'ordinateur, le portable, et tout d'un coup, Mais c'est pour ça que le besoin de méditer est de plus en plus important aujourd'hui, parce que l'accélération, si on se laisse entraîner et aspirer dans cette accélération, on s'épuise physiquement et psychiquement. Et on arrive exsangue. Et la vie est passée, et on se retourne, et on se dit, ben voilà, ça y est, et maintenant je suis vieux. Sans tapis de yoga, sans bougie ni Bouddha. Comme quelques centaines de milliers de Français, ils vont donc s'initier à une pratique vieille de 3000 ans. Dernier gadget à la mode pour citadins stressés en quête de bien-être ou profond besoin de paix intérieure dans une société où tout va de plus en plus vite. D'où vient donc ce besoin soudain de méditer? Trop de bruit, trop d'agitation, trop de communication, de circulation, de dispersion. Aurions-nous atteint un point de rupture? Et si méditer était simplement la nouvelle urgence du moment? Le soleil n'est pas encore levé. Marcel Milleville a accepté de nous accueillir de bon matin. Car pour cet homme, méditer est l'un des tout premiers gestes de la journée. À l'étage, une petite pièce fait même office de salle de méditation. C'est ici que ça se passe? C'est ici que ça se passe. C'était longtemps une salle de sport avant que je fasse de la méditation. Depuis 3 ans, le rituel est bien rodé. Alors c'est très simple. Je suis sur une chaise qui est assez haute parce que comme je suis de grande taille, ça me met beaucoup plus à l'aise. Les yeux fermés, les 2 mains sur les genoux, la colonne droite. Et puis à partir de là, je vais prendre un petit peu contact avec les sensations du corps à l'instant où je suis. C'est une expérience invisible. À partir de là, sur la respiration, c'est toujours la première chose qu'il faut faire. Pendant 45 minutes, Marcel regarde passer ses pensées. Le but, les laisser défiler, sans juger, sans commenter, en restant juste concentré sur ses sensations physiques. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un entraînement, une vraie gymnastique cérébrale. C'est hyper difficile, c'est beaucoup plus difficile que de manier des haltères, ça. Bien sûr, c'est plus difficile, parce qu'on est... autant on peut maîtriser un geste très stéréotypé, autant on ne maîtrise pas ce qui se passe sous le crâne, ça c'est pas possible. La méditation, un carburant pour la journée dont lui ne peut plus se passer. Programme, consultation sur rendez-vous toute la matinée. Marcel Milleville est l'un des derniers médecins de cette petite bourgade de campagne. Alors ce n'est pas par hasard s'il s'est mis à méditer. Toute la journée,
Les rendez-vous s'enchaînent dans son cabinet. 40 patients par jour en moyenne. Et pas une minute pour souffler. Troubles du sommeil. Je vais forcer un tout petit peu le mouvement. Mal de dos. Petite tension et grande douleur. Depuis 20 ans, le quotidien de ces patients est aussi le sien. Mais le médecin a une astuce qui l'aide à faire face. Au moment où le malade remplit son chèque en fin de consultation, lui s'isole quelque part en lui-même. Et cela passe totalement inaperçu. On est combien? On est le 23. Quelques secondes hors du temps, comme un grand ménage intérieur avant le patient suivant. Et les 10 secondes qui m'ont été données m'ont ramené vraiment très à l'intérieur de moi-même. J'étais un peu coupé de ce qui se faisait. Je peux réémerger quand je veux. Hein, et je pense et je sens que ça me donne beaucoup plus d'énergie que si je ne le faisais pas du tout. C'est-à-dire que ça me rend beaucoup plus disponible à la personne qui va venir après ou au reste de la journée. Méditer est-il à la portée de chacun? Et est-ce vraiment possible quand on est, comme on dit, overbooké? Retour à Paris, chez Sandrine et Philippe. Comme tous les vendredis, la famille recomposée est au grand complet. Mais un petit quelque chose a changé ces derniers mois. Les parents se sont mis à la méditation. Et pour l'instant, ça fait surtout sourire les enfants. Parce qu'en fait, vous savez pas. Vous savez pas ce que c'est. Moi, j'ai déjà vu. Non, est-ce qu'il y en a un? Non, vous installez et tu sens le sang qui bout en toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? On va négocier. Bah, maman, elle s'est rendue compte de plein de choses depuis qu'elle médite. Et là, maintenant, tu prends plus de temps, t'es beaucoup plus posé. Plus je recule. Voilà. T'es en train de dire que je gueule moins. Tu gueules beaucoup moins, ouais. Voilà. Ils vous mettent un peu en boîte quand même là-dessus, non? Mais tout le monde nous met en boîte. Parce que les gens peuvent pas comprendre. Ah, on dirait une secte. Les gens ne connaissent pas. C'est vrai que c'est un truc qui vient malgré tout d'une culture qui est plutôt orientale qu'occidentale. Quand tu parles de méditation, pour des Indiens, pour des Chinois, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, quoi. Tu vois? Philippe et Sandrine ne sont pas entrés en méditation comme on entre en religion. C'est pour eux un nouvel espace, comme un sas de décompression avant le tumulte du lendemain. Elle est chef d'entreprise, il est avocat d'affaires. Deux marathoniens du quotidien, mais surtout deux adeptes du multitâche. Objectif, perdre le moins de temps possible. Pour Philippe, la voiture, c'est un deuxième bureau. J'ai eu donc ton message d'hier soir. Écoute, rappelle-moi. Pendant qu'il court d'une audience à l'autre, Sandrine jongle avec les nouvelles technologies. Ah d'accord, mais tu veux deux choses, non? Bon, alors, commande ou pas commande? Un rythme effréné pour répondre à des clients de plus en plus pressés. Il y a un an, Sandrine a frôlé le burn-out. Est-ce que tu crois que je négocie ça? Du jour au lendemain, je tenais, toute droite, j'avançais, hein, Vanessa? Oui. On avait une pêche pas possible. Et là, voilà, tout s'est écroulé, ça m'est tombé dessus, comme ça. J'arrivais plus à respirer correctement, enfin, vraiment une véritable angoisse. J'étais pas du tout préparée. Et d'ailleurs, voilà, Vanessa était pas du tout préparée à se retrouver toute seule. Non, bah ça va être mon tour bientôt, donc il va falloir que tu fais yoga. Qu'est-ce que vous lui conseillez du coup de la méditation? De faire de la méditation avant qu'elle arrive au point de non-retour, hein, ça c'est sûr. Rien, d'accord. Ok. Ok. La méditation s'est imposée dans l'emploi du temps de Sandrine comme une question de survie. Elle sait maintenant quoi faire pour ne pas craquer. Je mets mes deux pieds l'un à côté de l'autre. Je vous parle, je sais que je vous parle. J'ai mes pieds posés sur le terre, sur le sol et je les sens. Voilà, c'est ça. Je suis là. Et je suis plus sur mon ordinateur, je suis nulle part, je suis avec vous. Et déjà, ça va mieux. Déjà, ça va mieux. Méditer, une pratique qui fait du bien. C'est vrai, hein, ça marche. Mais qui surtout ne coûte rien. Enfin, presque. Soyons concrets. Qu'est-ce que vous préférez? Sur Internet, chacun y va de sa recette magique. Et ce n'est pas toujours gratuit. Pour certains, c'est même devenu un business. L'un des plus gros vendeurs de méditation en ligne, c'est lui, Claude Clairet. Un professionnel du marketing qui a, semble-t-il, trouvé le bon filon. Nous lui avons donné rendez-vous devant cette agence bancaire,
c'est là qu'il travaille. Car dans la vraie vie, Claude Clairet est d'abord conseiller financier. C'est quoi votre formation? Alors je suis diplômé des mines de Paris, d'HEC, j'ai un MBA de la Harvard Business School, j'ai pas mal de diplômes. Rien à voir avec la méditation. Alors ça n'a juste rien à voir. Le seul point sur les marchés, c'est que parfois ça descend, on est un peu stressé, ça peut aider, mais c'est le seul point commun. La méditation, c'est sa nouvelle activité. Et depuis qu'il s'est lancé, il a pris un pseudonyme. Claude Clairet s'appelle en réalité Laurent Chenot et il habite ce petit pavillon en banlieue parisienne. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors ça, c'est les cartons de méditation 3G qui viennent du fabricant. Alors, comme on avait un petit problème de stock, on a récupéré quelques-uns. Ces CD de méditation se vendent comme des petits pains, à tel point que désormais sa femme assure aussi la logistique. Sur Internet, elle était déjà la caution scientifique du produit. Une petite entreprise familiale, en somme, qui ne s'est jamais aussi bien portée. Ardente, Nice, Canada. Et leurs produits commencent à se vendre à l'étranger. C'est tous les jours comme ça? Non, c'est pas forcément tous les jours. Il y a des fois où on en a plus, des fois où on en a moins, mais je dirais que c'est une bonne moyenne. Une petite moyenne. Vous attendiez un succès pareil? Absolument pas. Alors là, certainement pas. Un micro, un ordinateur et un concept qui tient sur un CD, la méditation 3G, en référence au téléphone de 3e génération. C'est le principe de la technologie que j'utilise, c'est-à-dire qu'on va envoyer un signal que notre cerveau va être capable de reconnaître, et ce signal va être aux fréquences qui correspondent à l'état méditatif profond de quelqu'un qui a médité pendant des années. Donc on copie quelque part l'expérience du moine zen. Une bande-son, entrecoupée de micro-silences, qui permettrait de méditer plus profondément et surtout sans effort. Qu'est-ce qui nous prouve que ça marche? Parce que quand vous l'essayez, vous voyez l'effet sur vous. Maintenant, quand on écoute vraiment bien, on entend une petite vibration, et c'est une vibration en fait que va suivre le cerveau. Pas de preuve donc, mais un discours bien rodé. Ça charge. Et des petites vibrations en effet, à chaque nouvelle commande. On a eu 108 commandes. Juste aujourd'hui? Entre minuit et 16h40. À 47 € le CD de méditation, Claude Clairet se vante d'avoir atteint cette année 1 million de chiffre d'affaires. Une dérive commerciale pour les puristes et des promesses qui vont parfois encore plus loin. Méditer pour changer de vie. Bienvenue au Salon Zen, à Paris, le plus grand supermarché du développement personnel. Du bien-être qui s'étale sur 9000 m², 25 000 visiteurs en quête de sérénité. Et cette année, preuve de l'effet de mode, un espace spécialement dédié à la méditation. On est venu par curiosité pour voir ce qui était proposé. On a vu l'atelier, on a dit on va y aller. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Rester zen. Savoir jusqu'où on peut aller dans son intérieur. Parce qu'il y a tellement de choses, tout m'intéresse. Alors c'est là le problème, le choix. Méditer donc, mais comment? Et surtout avec qui? Et doucement expirer. Méditation du souffle, méditation du son ou des chakras. Faut-il se méfier de certaines propositions ou de certains pratiquants? Victime de son succès, la méditation serait-elle devenue un nouveau terrain de chasse pour des mouvements sectaires? Dans les allées du salon, une petite affichette met les visiteurs en garde contre ceux qui les encourageraient à rompre avec leur famille ou leur traitement médical. Et nous allons rapidement vérifier en caméra cachée que l'avertissement n'est pas superflu. Les maladies, on peut... Sur la maladie, ça agit aussi, bien sûr. En préventif ou en préventif, ou en curatif? C'est en curatif aussi. Nous abordons ici volontairement le cas d'une personne atteinte d'un cancer. Ça va l'aider, ça va la purifier, la nettoyer, ça fait la chimio aussi, ça va tout nettoyer. Il ne faut pas arrêter le traitement. C'est sûr, c'est ce qu'on veut d'arrêter le traitement parce que c'est du feu. La chimio, ça abîme toutes les cellules à l'intérieur. Quand tu vois, il faut de l'eau pour éteindre le feu.
méditation, ça va l'aider, la cuisine ayurvédique aussi. Mais tout ça, ça va l'aider. Pour moi, je voyais comme quelque chose pour accompagner, pour aider à mieux gérer la douleur, etc. Mais je ne pensais pas que ça pouvait remplacer un traitement, la méditation. Mais il y a des gens qui guérissent de cancer grâce au yoga. Il y a les miracles qui existent tous les jours. Si la personne a vraiment envie de guérir, elle va guérir. C'est la puissance de la pensée. Des propos dangereux et trompeurs, dont l'association que représentait cette femme s'est désolidarisée quand nous l'avons contactée. Car évidemment, la méditation n'est pas un médicament, encore moins un remède miracle. Mais alors, quels sont ses effets réels sur la santé? Méditer est-il si différent des autres techniques anti-stress? Et y a-t-il des preuves scientifiques qui démontrent ses bienfaits? Des questions que plus personne ne se pose outre-Atlantique. Bienvenue à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Aux États-Unis, la méditation c'est presque une discipline nationale. Elle est entrée dans les mœurs et même dans les entreprises. Mark USA est l'une des plus grosses agences de publicité américaines. 35 milliards de chiffre d'affaires, un secteur très concurrentiel et 125 salariés qu'on dit beaucoup moins stressés qu'ailleurs. Ce jour-là, l'entreprise accueille Dorit Bauer, celle qui depuis 7 ans transforme régulièrement les salles de réunion en salles de méditation. Bon, eh bien, on va prendre ces bureaux. Pendant qu'elle s'installe, c'est la directrice des ressources humaines en personne. Bonjour René. Qui va encourager les salariés à faire une pause méditation. Pas trop débordé? Tu te souviens que c'est le jour de la séance de méditation? Oui, j'ai hâte. Je viens avec une collègue. Alors on se retrouve là-bas? Allez, à tout à l'heure. Elle n'aura pas vraiment besoin d'insister. Ici, méditer est une soupape de sécurité pour les nouveaux employés comme pour les cadres dirigeants. Libre à chacun de se laisser guider par le son des bols tibétains. Alors, qui ici connaît déjà cette technique? Ah oui, je reconnais certains visages. Difficile d'imaginer ça dans une entreprise française. Respirez par le ventre. Pendant que vous respirez, votre système nerveux parasympathique s'active. Vous en prenez conscience, les tensions s'apaisent, le stress diminue. Ici, c'est un vrai choix. Mark USA consacre 30 000 $ par an au bien-être de ses employés. Doucement, vous rouvrez les yeux, vous vous reconnectez. Cette séance de méditation coûte 250 $. Et si l'entreprise fait cette dépense, ce n'est pas seulement pour le confort de ses troupes. C'est aussi parce que c'est rentable. C'est le meilleur investissement qu'on ait fait. Investir dans le bien-être, c'est donner des outils que chacun pourra utiliser pour gérer son stress, au travail et même chez soi. Nos employés, c'est notre ressource. Nous voulons qu'ils réussissent. Donc nous investissons en eux. Le retour sur investissement est difficile à mesurer. Mais Thomas Laurent, le directeur de la production imprimée, assure être lui-même plus performant après la séance. Ça clarifie l'esprit. En plus, quand vous êtes soumis à la pression et au stress, votre corps est tendu, vous êtes nerveux. Ça vous permet de rester plus calme, de mieux travailler avec les autres. Au lieu de se chamailler, chacun dans son coin, on travaille mieux ensemble, comme une équipe. Selon le Business Times, Mark USA est aujourd'hui en tête du classement des salariés en bonne santé. Et la méditation n'y serait pas étrangère. Il y aurait même une explication scientifique. Pour comprendre, direction Madison, à 1000 km de là. La ville héberge l'une des plus prestigieuses universités américaines. Nous y avons rendez-vous avec un expert de la méditation. Un moine bouddhiste, et pas n'importe lequel. Mathieu Ricard, le plus connu des méditants français, vient ici plusieurs fois par an et fait presque partie des murs.
Combien d'heures vous avez passé dans un scanner? Est-ce que vous faites ça souvent, venir dans les J'ai pas compté, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, parce que depuis 12 ans, je sais pas, 40, 50 fois, en tout cas ça fait certainement plus d'une centaine d'heures, parce que beaucoup ici, à chaque fois que je viens, et parfois on fait une séance le matin, une séance l'après-midi pendant 3 jours. Avec 60 000 heures de méditation au compteur, Mathieu Ricard est ici considéré comme un objet d'étude. Son cerveau sert de référence à ce scientifique. Salut Mathieu, ça fait plaisir de te revoir. Devenu un ami. Alors, nous voilà de retour à Madison. Le moine et le chercheur travaillent ensemble depuis 12 ans. Ils affirment que si les personnes qui méditent ressentent différemment certaines émotions, comme la peur, le stress ou encore la compassion, c'est parce que certaines zones du cerveau sont modifiées et fonctionnent autrement. C'est un entraînement mental qui produit des changements objectifs et mesurables dans le cerveau. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en interrogeant les méditants, on s'est aperçu que les modifications visibles dans leur cerveau correspondent au temps passé à méditer. En fait, en regardant l'imagerie cérébrale, on est capable d'estimer le nombre d'heures de méditation de chacun. Devant notre caméra, Mathieu Ricard va se prêter à un nouveau scanner. L'expérience à laquelle nous allons assister concerne l'approche de la douleur. Les méditants la supportent-ils mieux? La perçoivent-ils différemment? Et pourquoi? Le moine est ici relié à un cordon qui va lui envoyer une sensation de brûlure répétée. C'est une simulation électrique, mais la douleur infligée est bien réelle. Pendant que Mathieu Ricard médite, l'imagerie cérébrale va enregistrer la réaction de son cerveau. Le technicien le prévient avant chaque décharge, car ce qui intéresse les chercheurs, c'est l'anticipation de la douleur. Quand une personne sait qu'elle va avoir mal, elle souffre par anticipation, avant même que la douleur réelle n'arrive. Ceux qui méditent restent concentrés sur le moment présent. Ils n'appréhendent pas, ils ne s'inquiètent pas de ce qui va se passer dans 10 secondes, donc ils restent calmes. Mathieu Ricard a le sourire. Alors? Ça va, je suis toujours vivant. On pourrait presque croire qu'il n'a rien senti. C'est pourtant tout le contraire. On le voit clairement sur ce graphique. En rouge, la douleur ressentie par les méditants est en fait plus intense, mais aussi plus brève. Le méditant, quand il y a la vraie douleur, si vous voulez, c'est comme un flash de lumière, ils le voient très clairement. Et quand ils n'ont pas de barrage, ils ne sont pas à essayer de le bloquer avant, ils n'ont pas de conséquences après. Donc ils voient les choses telles qu'elles sont, ça fait mal. Mais si vous voulez, avant ça, ils ne sont pas pris d'anxiété, à dire non, non, je ne vais pas souffrir, oh, quelle horreur, je vais avoir mal et tout. Il n'y a pas tout ça, ils sont calmes, puis après ils ont mal, puis après dès que c'est fini d'avoir mal, ils n'ont plus mal. Meilleure tolérance à la douleur, au stress, mais aussi renforcement des défenses immunitaires, régulation de la tension et diminution des rechutes dépressives. Plus de 600 études attestent aujourd'hui des bienfaits de la méditation sur la santé. Des données encore confidentielles en France, s'il n'y avait certains médecins pour s'en faire l'écho. À Paris, le professeur Isnar Banis réunit ce jour-là les médecins de son service. Aujourd'hui, je leur parle de quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Je leur parle de mon programme de gestion du stress par la méditation pour les malades chroniques de néphrologie. Vous pensez qu'ils vont être nombreux? Je pense que sur un sujet comme ça les intéresse plutôt, enfin j'espère. Elle-même formée à la méditation aux États-Unis, Corinne Isnar-Banis pense que cette technique a sa place à l'hôpital, qu'elle peut même être un outil pour les médecins. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis. Elle a mis en place un programme pilote pour aider des malades chroniques à mieux vivre leur pathologie. Quand vous avez une douleur, qu'est-ce que vous vous demandez? Vous vous dites, j'aimerais bien qu'elle disparaisse. Dans la méditation de pleine conscience, on va demander aux patients de se concentrer sur la douleur. Toute cette pratique, finalement, elle est assez efficace pour diminuer le ressenti des douleurs chroniques des patients. Convaincre les soignants, parfois un peu sceptiques, et informer les patients. Dites-moi,
On a un programme qu'on a appelé programme de gestion du stress. Ça vous intéresse, ça, comme ça, a priori? Stress, oui, ça m'intéresse parce que je me pose en ce moment beaucoup de questions. Cet homme, atteint d'une grave insuffisance rénale, accepte mal sa maladie et prend difficilement son traitement. Plus tard aussi. Génère du stress, un sentiment de stress. Le docteur est convaincu que la méditation peut l'aider. Un effet qui a déjà été, je vous dis, ça fait 30 ans que ça existe, donc on sait que ça permet de beaucoup mieux gérer les situations de stress, d'anxiété, parfois d'avoir plus de facilité à trouver le sommeil, parfois d'arriver à mieux vivre des douleurs. Donc en fait, c'est plein de choses qui peuvent aider des patients qui ont une situation un peu difficile par rapport à une maladie. La méditation, au service de la médecine conventionnelle, une prise en charge plus globale du patient, qui témoigne d'un besoin. Le monde s'est un peu ouvert. Les soignants savent que les patients vont chercher des réponses ailleurs, mais ce serait bien qu'on en parle plus. Parce que finalement, tous les patients qui ont des maladies chroniques cherchent des réponses ailleurs que dans la médecine conventionnelle. Donc autant en parler, c'est plus facile. En plus des consultations classiques, le docteur tombe désormais la blouse pour aider ses patients autrement. On peut parfois entendre soit des battements cardiaques, apaiser des angoisses, ou à chaque respiration. Reprendre contact avec un corps qui souffre. Ceux qui sont proches, ceux qui sont loin. Si la méditation peut encore sembler une énigme, c'est dans cet univers cartésien qu'elle prend peut-être tout son sens. Comme une philosophie de l'instant présent, pour se sentir simplement bien vivant. Nous sommes au cœur de Paris, place du Trocadéro. C'est ici, entre marché de Noël, animation et patinoire, que nous refermons cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Et puis bien sûr, c'est l'occasion pour nous de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et à mon tour de vous souhaiter un très joyeux Noël, de très belles fêtes. Et puis merci de votre fidélité. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette année. Alors on se retrouve en 2013, le 10 janvier exactement. Tout de suite, c'est Complément d'enquête avec Benoît Duquesne.